Bonjour, je m'appelle Charlotte Reed, correspondante France pour la télévision CNBC. Et donc, nous allons parler du futur de la mobilité. On parle des temps de perturbation. Quand on pense à la pandémie et la mobilité, c'est bien qu'il n'y avait pas de mobilité. On voit ces rues désertes, ces aéroports fermés, etc., etc. Maintenant, évidemment, on voit les économies qui réémergent de cette pandémie. Et évidemment, la mobilité et les transports sont au croisement de tous les enjeux actuels, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les questions d'énergie, évidemment, et les changements sociétaux avec le travail hybride et l'explosion du commerce en ligne. Évidemment, le commerce et la mobilité est au cœur de tout ça. Donc, à quoi ressemble le futur de la mobilité? Donc, j'ai 4 personnes ici qui sont parfaites pour répondre à toutes nos questions. Une introduction rapide. Iba Fares, tout au bout, présidente de RATP Dev, qui est depuis janvier 2022. Donc, c'est une section qui a été créée il y a 20 ans et l'objectif est de développer et opérer des nouveaux systèmes de transport. Ensuite, Cécile Prévieux, Executive VP en charge de Energy Solutions à Engie, donc les nouvelles formes d'énergie qu'on va utiliser dans l'avenir. Augustin de Romanet, CEO de Aéroports de Paris depuis 2012, donc Aéroports de Paris évidemment qui opère les aéroports de Orly et Roissy à Paris, mais c'est 29 aéroports dans 32 pays, y compris l'Inde et la Turquie. Et enfin, Éric Martin-Neuville, Executive Vice President of Freight Forwarding à Geodis, donc c'est une division de la SNCF qui s'occupe du transport de fret. Donc tout d'abord, une question large pour débuter cette conversation sur la mobilité, c'est qu'est-ce qui a durablement changé depuis la crise, en particulier depuis la crise du Covid? Peut-être Iba, si vous voulez commencer. C'est à côté, sur le siège. Donc bonjour à tous. Donc comme vous l'avez indiqué, donc je m'occupe de RATP Dev, c'est une filiale du groupe RATP qui exploite des réseaux très divers dans le monde, dans des pays développés, des pays en développement, des petites villes, des villes plus grandes, des réseaux très denses ou des réseaux très étalés. Donc on n'a pas forcément enfin je peux pas vous dire qu'il y a une vision identique de l'impact précis du Covid de par le monde. C'est très différent entre ces différentes typologies de géographie qu'on exploite. Mais si je dois regarder des traits communs pour enclencher la réponse à ce sujet, je peux dire que quel que soit l'endroit où nous avons été présents, il a fallu faire preuve, comme beaucoup d'industries, en frontline de beaucoup de réactivité et d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté, nous, de fonctionner et d'opérer dès le premier jour du Covid, parce qu'il a fallu opérer un service même réduit, même à 10%, pour transporter toutes les personnes qui travaillaient, notamment le personnel médical, mais pas que, pendant cette période. Donc on a une période où il a fallu quand même continuer à opérer quand tout le monde, on va dire, était en remote working ou ne travaillant pas, et on a connu une phase de redémarrage. Je pense qu'on partage avec les aéroports et d'autres industries de très très orientées services, qui a été assez complexe parce que le ridership, les passagers, le trafic n'a pas forcément retrouvé les niveaux d'avant Covid partout. Il est, pour vous donner un ordre d'idée, dans des grandes villes comme Paris ou Londres où on est présent, ou le Caire, il est de l'ordre de 90%. Dans des endroits comme Hong Kong, il est de 85%. En Afrique du Sud, on est qu'à 60%. Et puis vous avez des villes plutôt à taille moyenne, que ce soit en France ou aux États-Unis, où là on a retrouvé des niveaux de trafic d'avant Covid. Et indépendamment du niveau global, on a de grandes différences, vous pouvez l'imaginer, avec toute la partie télétravail, où on a des écarts entre jours de semaine. Par exemple, entre un mardi dans une grande ville et un vendredi, on a 20 points d'écart en termes de trafic. Ce qui a des conséquences très importantes sur comment on modélise
justement la demande et du coup l'offre, comment on y répond. Donc on est souvent un peu pour le moment en décalage, c'est-à-dire on a besoin de beaucoup plus analyser cette nouvelle donne, cette nouvelle demande et voir comment opérationnellement on arrive justement à adapter notre offre de transport. Ce n'est pas un sujet simple pour plein de contraintes que vous pouvez imaginer, mais en tout cas ça c'est une vraie conséquence opérationnelle pour nous, c'est comment répondre à ces nouvelles habitudes, parce que autant les touristes, ça revient, les étudiants ont repris, les gens qui travaillent sur des métiers où il faut qu'ils soient présents reviennent, autant tous ceux qui peuvent faire du télétravail reviennent partiellement et ça a une conséquence importante. Et puis la deuxième conséquence, je pense que beaucoup d'industries de services et de main-d'œuvre le partagent, c'est un impact sociétal très important, c'est-à-dire les attentes de nos équipes, des personnes qui travaillent pour nous et avec nous, qui ont des attentes beaucoup plus poussées en termes, de conditions de travail, d'équilibre vie privée, vie professionnelle, en termes de flexibilité horaire, etc. Et on a beaucoup de contraintes dans nos métiers, ce qui fait que pour répondre à cette nouvelle donne, ça s'est traduit très basiquement par beaucoup de pénurie de chauffeurs, de conducteurs de bus, de conducteurs de métro, pénurie de mainteneurs, pénurie de pas mal de métiers. Et du coup, on a réellement un modèle à réinventer, à retrouver aujourd'hui, sur lequel on travaille, pour retrouver une attractivité, retrouver un sens à ces métiers, s'adapter, innover, revoir tout notre modèle pour redevenir attractif, parce que réellement c'est un sujet de long terme et qui a été causé par la pandémie et qui dure, et c'est un sujet réellement à craquer pour nous. Merci Iba. Cécile, je reviendrai vers vous après, parce que les questions d'énergie, plus que la pandémie, évidemment, c'est la guerre en Ukraine qui a eu un impact très fort. Donc on reviendra spécifiquement là-dessus un peu plus tard. Augustin, je me tourne vers vous. Évidemment, l'aviation a eu un fort impact par la pandémie. On en est où? Est-ce que c'est revenu à la normale, ou quand est-ce que vous voyez un retour à la normale au niveau de la mobilité à travers vos aéroports? Bonjour à tous. En fait, je vais répondre à votre première question. Qu'est-ce qui a changé avec le Covid? Tout a changé, pour des raisons mystérieuses que je ne suis pas encore sûr d'avoir éclaircies. Je vais prendre 2 dates. Juillet 2019, octobre 2022. En juillet 2019, dans le monde de l'aérien, très peu de gens s'intéressaient au problème de réduction des effets des CO2. Très peu de monde. En octobre, fin septembre-octobre 2022, les États membres de l'OACI acceptent de se fixer des contraintes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'avion comparables, ou plutôt en cohérence avec les accords de Paris qui visent à limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique. Donc il y a eu un changement radical qui a commencé avant le Covid. On peut dater de façon un peu schématique des prises de position de Greta Thunberg à un post-Covid en Europe, puisque ce n'est pas le cas tout à fait aux États-Unis ni en Asie, qui est obnubilé dans l'opinion publique par la question du réchauffement climatique. Donc, avant 2019, comme le disait un de mes amis industriels de constructeurs d'avions, tout le monde pensait que la dernière goutte de kérosène serait pour l'avion. Et le monde aérien disait: nous, en fait, on ne pollue pas beaucoup, puisque nos émissions ne représentent que 2,5% des émissions mondiales de CO2. Et puis est arrivé le Covid. Alors, je ne sais pas si le Covid a permis aux gens de rester chez eux et de réfléchir, mais peut-être. En tout cas, le Covid a créé une espèce de précipité chimique qui fait que les gens ont vu qu'on pouvait télétravailler, que c'était pas forcément une tragédie de moins prendre l'avion comme on le prenait auparavant. Et donc, aujourd'hui, et je vais m'arrêter là parce que je pourrais être très long, mais je vais vous citer simplement une image. On avait fait un forum, on a tous les ans un forum qui s'appelle le Paris Air Forum avec tous les acteurs de l'aéronautique. Il y avait le président d'une grande compagnie aérienne et le président d'une grande compagnie d'énergie. Le président de la grande compagnie aérienne disait: moi, les carburants durables, jamais de la vie. C'est beaucoup trop cher. Et le président de la compagnie d'énergie disait: ah oui, moi je vais en produire à partir de l'huile de palme. Ça, c'était il y a 3 ans.
aujourd'hui, toutes les compagnies aériennes dans le monde cherchent à acheter des carburants durables, mais il n'y a pas d'offre. Et toutes les compagnies d'énergie dans le monde cherchent à en produire, mais elles ne sont pas encore en avance. Voilà, donc pour simplifier et pour répondre à votre première question, tout a changé avec le Covid, mais ça avait commencé avant le Covid et ça n'est pas directement lié au Covid. C'est un problème de rapport entre le monde de l'aérien et le monde des émissions de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, quand est-ce que le trafic va revenir à la normale? Pour nous, exploitants d'aéroports, on a la quasi-totalité de nos aéroports dans le monde qui sont revenus à peu près à 80% en 2022. C'est assez homogène dans toutes les régions du monde. Vous avez dit qu'on était en Inde, mais on est aussi en Turquie, au Chili, en Jordanie, en Afrique. Donc, le trafic a repris à 80% et on estime que il faudra naturellement que la Chine réouvre, mais que le 100% est probable sûrement pour 2025, peut-être fin 2024. Et donc, et je en conclurai par là, je pense que le trafic aérien va continuer à croître dans les pays développés, peut-être plus modérément qu'avant, mais surtout dans les pays en voie de développement. Songez par exemple pour le seul pays de l'Inde. L'Inde a tous les ans 20 millions d'habitants en plus, l'équivalent de l'Australie. Et en Inde, on ne peut pas voyager en train, les expropriations sont impossibles, donc on ne peut pas faire les lignes de TGV, on ne peut pas voyager facilement en voiture, donc l'avion va continuer à se développer très fort dans les pays émergents, peut-être un tout petit peu moins vite dans les pays développés, mais de toutes les façons, même dans les pays développés, on observe que c'est une petite fraction de la population qui prend l'avion aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve tous ceux qui sont venus en avion, là, si vous leviez le doigt. Vous pouvez lever le doigt de ceux qui sont venus en avion. Je suis sûr que vous avez tous constaté que les prix ont augmenté de 30 à 40% par rapport à avant. Et pourtant, le trafic repart très vite. C'est donc la partie de la population qui prend l'avion est relativement peu sensible aux tarifs, mais il y a toute une partie de la population qui va prendre l'avion dans le futur. Donc, pour conclure, grand 1, l'avion a un très bel avenir devant lui. Grand 2, les ingénieurs ont encore un plus bel avenir devant eux parce qu'il faut inventer l'avion décarboné, électrique, à hydrogène ou avec des carburants durables. Merci Augustin. Éric, le fret, on sait, dans un moment de transformation, on parle constamment, y compris dans cette conférence, des problèmes de chaînes de ravitaillement, etc., etc. D'abord, une question large aussi, qu'est-ce qui a changé durablement pendant la pandémie et la guerre en Ukraine, puisqu'il y a un double impact là? Bonjour, merci. Je pense qu'il y a deux choses qui ont changé. Nous sommes leader français du transport et de la logistique. On est présent dans 70 pays et on fait 3 métiers schématiquement, le transport aérien maritime, la logistique contractuelle et le transport routier. Ce qui a changé fondamentalement, le premier élément, c'est que je pense que des sociétés comme la nôtre se sont découvertes et ont découvert des capacités à réaliser certaines choses qu'on ne pensait pas possibles avant la crise. Je vais prendre 2-3 exemples, mais déjà, c'est valable pour tout le monde. Février, premier confinement, première cellule de crise chez nous, c'est quasi un vent de panique. Et pendant l'intégralité du confinement, une société comme la nôtre a réussi à travailler quasi normalement, avec 70-80% de ses employés travaillant à la maison. Donc des performances que je pense on n'aurait pas imaginées avant cette époque-là. Les avions passagers arrêtent de voler, ils représentent 50% de la capacité aérienne cargo mondiale. Cette capacité n'existe plus. On met très vite en place des services aériens reliant l'Europe, les États-Unis, l'Asie et l'Europe, ou l'Asie et l'Amérique du Nord. Encore une fois, des choses qu'on pensait pas être capable de faire, etc., etc. On a fait la même chose avec au moment où dans le transport maritime, il y avait un gros écart entre la demande et l'offre, et il y avait plus de capacité maritime disponible. On s'est mis à affréter des navires porte-conteneurs, qui sont encore une fois des choses qu'on ne saurait pas faire autrement. Donc, je pense que le premier élément, c'est qu'on s'est découvert des capacités extraordinaires, et c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour à peu près toutes les grandes entreprises. Et le deuxième élément très spécifique à notre métier, on était jusque-là, le transport et la logistique, un élément de coût dans la chaîne d'approvisionnement. On est devenu, de manière très rapide et très forte, un élément stratégique de la vie de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise. Et si pendant très longtemps, on avait comme interlocuteur le directeur transport ou le directeur logistique de l'entreprise, on a aujourd'hui affaire au comité directeur parce que la chaîne d'approvisionnement est devenue critique dans le monde de l'entreprise. Je pense que ces deux changements-là sont critiques. Il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que s'être découvert des capacités extraordinaires
et être devenu un agent central de la vie de l'entreprise ont été des deux changements importants pour nous. Merci. Cécile, maintenant je me tourne vers vous, puisque plus que la pandémie, c'est la guerre en Ukraine qui évidemment a mis la question de l'énergie au cœur de tous les débats. Et on est passé d'une question d'enjeux environnementaux à une question purement d'économie et de souveraineté, et la question de l'énergie étant au cœur de ça par rapport à la dépendance que l'Europe avait par rapport au gaz russe. Donc est-ce que la guerre en Ukraine en particulier a été un certain accélérateur pour les compagnies et en général les pays essayant de se tourner vers de nouvelles sources d'énergie? Alors, effectivement, nous, la pandémie, finalement, a pas eu beaucoup d'impact sur nous, hein, au sens où, même pendant le Covid, vous avez besoin d'énergie, de vous éclairer, de vous chauffer. Bien sûr, on a eu les impacts sur l'industrie et le tertiaire, puisque, par définition, les gens étant chez eux, ces bâtiments ont fermé. Mais j'ai envie de dire, on n'a pas eu le choc peut-être d'autres entreprises sur un arrêt complet de nos activités. Sur, évidemment, ce qui s'est passé cette année, c'était une déflagration, hein, absolument énorme. Donc la crise la crise européenne et surtout la guerre entre la Russie et l'Ukraine, elle a eu un impact majeur pour l'Europe et au-delà, je pense, pour aussi d'autres économies dans le monde. Donc la première chose, c'est qu'on a redécouvert la géopolitique sur les énergies fossiles, le gaz, mais aussi le pétrole. Le fait qu'on est très dépendant des pays producteurs et que les pays consommateurs n'ont pas forcément les ressources locales pour assumer leur consommation. Donc c'est évidemment le cas du gaz, hein, puisque on a vu notre grande fragilité face à un fournisseur très important de l'Europe. Et puis la deuxième chose qui a été vraiment touchée du doigt, c'est la dépendance entre le gaz et l'électricité, hein, les prix du gaz et les prix de l'électricité sur les marchés européens en particulier. Et le fait que toute la volatilité qu'on a eue sur les prix du gaz s'est répercutée très vite sur les prix de l'électricité. Donc à partir de ces deux constats, d'abord qu'est-ce qu'on a fait, puisqu'on a une certaine responsabilité bien sûr, Engie en Europe en tant que fournisseur de gaz pour la France, mais pas seulement, hein, pour l'Europe de l'Ouest. On est très rapidement sorti de nos contrats d'approvisionnement de gaz russe, bien avant d'être coupés. On avait déjà entamé, heureusement, une politique de diversification sur nos approvisionnements en gaz avec les pays scandinaves, avec les pays du Moyen-Orient, avec voilà d'autres producteurs dans le monde grâce au GNL ou le gaz gazeux, hein, c'est ce qu'on a par exemple depuis la Norvège, et donc ça nous a permis de sortir complètement tout en sécurisant la fourniture de gaz pour nos clients. Donc trouver très vite effectivement des fournisseurs alternatifs. Il y a d'autres pays qui effectivement aussi se sont actionnés très vite, l'Allemagne en particulier qui était fortement dépendante et qui reste encore dépendante un peu du gaz russe. Voilà, donc deuxième chose, ça a été la sobriété, hein, toutes les grosses actions de sobriété. Donc on a redécouvert que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, l'énergie la plus verte. Donc c'est bien sûr, comme vous le savez, régler son chauffage, essayer d'être au plus juste, hein, puisque l'énergie n'est plus abondante, hein, comme tout le monde peut le penser. C'est un bien rare aujourd'hui, les gens l'ont redécouvert. Et donc cette abondance-là, je pense que il y a eu aussi tous les gouvernements qui ont incité à ces campagnes d'économie et de sobriété partout. Hein, et on voit aujourd'hui que ça produit ses effets. Alors pour le meilleur et pour le pire. Alors pour le meilleur, c'est-à-dire que on a effectivement une baisse de consommation. Donc des particuliers, hein, RTE a donné des chiffres sur la France, hein, mais si on donne les chiffres au niveau européen, on est à peu près à 20% d'économie d'énergie globalement, plutôt 5-10% pour les particuliers, 5% je dirais. Pour les petites entreprises, on est plutôt à 10% et on peut aller jusqu'à 30% sur l'industrie. Alors pour le pire, parce que ça impacte également évidemment ce problème énergétique, notre industrie et nos emplois, et le fait aussi que l'Europe soit une destination d'investissement encore pour l'industrie. Et ça, c'est un vrai sujet aussi d'impact sur nos économies. Voilà, donc grande perturbation sur tout ça. Donc peut-être les trois tendances qu'on retient et qu'on voit aujourd'hui du fait de ces marchés qui sont très volatiles, ces prix des énergies très hauts, c'est d'abord le besoin de souveraineté, le besoin de produire plus local. Donc ça, c'est vraiment pour sécuriser
ses besoins. Donc ça, c'est la première tendance qu'on voit chez tous nos clients. La deuxième, c'est la sécurité d'approvisionnement qui est vraiment revenue sur le dessus du panier et à un coût abordable. Donc c'est vraiment la question du coût de l'énergie. C'était pas le cas avant. Encore une fois, là, on est aujourd'hui à 300 € sur les marchés européens pour le prix de l'électricité. Et puis la troisième tendance, c'est bien sûr l'accélération, le besoin d'accélération sur les énergies renouvelables, qui sont des énergies, on va dire, moins dépendantes des fluctuations géopolitiques et qui permettent aussi d'avoir de la visibilité sur les prix. Voilà, donc c'est les trois grandes tendances qu'on voit qui se dessinent aujourd'hui. Et voilà, c'est vrai que c'est à nous de repenser notre modèle. Donc on parle beaucoup de market design européen, mais la manière dont se construit le marché européen pour éviter des prix énormes. On voit toutes les interventions des États sur les marchés et sur les prix. C'est certainement pas une situation durable, mais il faut qu'on retrouve une stabilité sur ces marchés. Et puis, comment effectivement on accélère. Alors, c'est d'actualité en France avec un projet de loi d'accélération, mais on voit bien que malgré tout, il y a encore des difficultés et tout le monde n'est pas convaincu que il faut à un moment faire la part des choses entre voilà, on va dire des sujets d'impact locaux et puis le bien commun qui est aussi de développer ces énergies pour être plus indépendant. Alors justement, comment on adapte les infrastructures pour ces nouvelles formes d'énergie dont on a besoin pour la mobilité du futur, que ce soit pour les transports publics, pour l'aérien, transformer les aéroports pour que les avions qui fonctionnent à l'hydrogène. Comment on adapte ça et à quelle vitesse est-ce qu'on peut vraiment aller pour adapter ça? Peut-être on commence par Iba. Bon, déjà, je tiens à dire, et je fais un peu de promotion, c'est que prendre les transports publics et toutes les mobilités actives et propres, c'est quand même agir très fortement pour la planète et pour moins de consommation d'énergie. À titre d'exemple, si vous prenez le métro au lieu de votre voiture, vous consommez 60 fois moins de CO2 par kilomètre. Donc, et encore mieux si vous faites de la marche à pied ou du vélo. Donc on est vraiment engagé dans ça et on est très aujourd'hui. On sait que notre secteur est stratégique pour justement aller dans le sens de la décarbonation, mais aussi pour compenser l'inflation et la hausse du coût de la vie. C'est-à-dire dans beaucoup de pays, je pense vous avez vu ce qui se passe en Allemagne, où ils ont lancé cet été un abonnement pour tous les transports urbains à 9 €. Là, ils vont le pérenniser avec un abonnement à 49 € où vous pouvez prendre tous les transports en Allemagne, à Barcelone, où justement, là encore, d'un point de vue pour contrer l'inflation, il y a un fort effort qui est fait sur le prix de transport public parce que les abonnements sont divisés par deux. Enfin, le prix de l'abonnement est divisé par deux. Donc, clairement, on sent qu'aujourd'hui, on a un vrai rôle à jouer sur ces deux sujets. Après, se pose pour nous la question justement des infrastructures et du business model et comment on finance ces changements, que ce soit le développement d'infrastructures nouvelles, de modes lourds, de métro, de trains, RER, comme ça a pu être annoncé par le président Macron il y a quelques jours, que ça soit des tramways, etc. Tout ça, c'est de l'investissement massif, c'est de l'investissement aujourd'hui en grande partie public. Donc avec dans un contexte où l'argent public se fait de plus en plus rare, surtout post-pandémie. Et du coup, là, la réponse est très diverse dans les différents coins du monde. Dans une région où on est présent comme l'Australie, beaucoup de développements se font en partenariat public-privé. C'est aussi le cas au Canada sur pas mal de projets. En France, c'est beaucoup plus timide sur ces modèles, mais les entreprises en général sont un peu mises en contribution un peu plus que d'autres pays, mais globalement on voit qu'il n'y a pas encore de solution claire et partagée au niveau mondial pour savoir comment financer. En tout cas, nous on pousse beaucoup pour que l'ensemble de l'écosystème puisse contribuer à ces financements et notamment ou des entreprises ou des promoteurs immobiliers ou des particuliers qui vont bénéficier d'un développement d'un nouveau réseau de transport.
Et puis, on a un deuxième challenge parce que, comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure, oui, mais vous avez encore beaucoup de bus qui roulent au diesel et ça, vous êtes propre, mais pas tout à fait. Et ça, c'est une vraie transition, là encore, énergétique à mener avec, là aussi, des objets de financement. Je prends un des beaux exemples, enfin, un des plus beaux exemples qu'on a, c'est Paris. Il y a déjà 10 ans, il y a eu une volonté de l'ensemble des autorités qui décident des transports, de la ville de Paris, etc., qui se sont alignés sur un plan de transition énergétique que la RATP met en place. Et en 2025, donc vraiment là, incessamment sous peu, on va avoir tous nos bus, les 5000 bus qui roulent dans Paris et dans la petite couronne parisienne, qui seront convertis ou à l'électrique ou au biogaz. Donc réellement un programme ambitieux, financé par de l'argent public et qui nécessite énormément de technicité, d'expertise, parce qu'il faut transformer les dépôts, transformer les bus, faut revoir sa maintenance, faut revoir l'autonomie, comment on travaille, etc. De la même façon, la ville de Londres a cette ambition d'être très verte. Nous, on opère des bus à Londres, mais là, sans modèle économique. Donc, ils ont une forte pression qu'ils mettent sur les opérateurs pour porter les investissements. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est le premier opérateur à Londres en termes de transition énergétique, parce qu'on a 25% de notre flotte qui a été convertie à l'électrique déjà, mais ça pose aujourd'hui encore plus avec les prix de l'énergie un vrai problème de modèle économique et de pérennisation, c'est-à-dire comment réussir à passer un cap plus important. Et après, vous avez des petites pépites. Vous avez des villes comme La Roche-sur-Yon. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent cette ville en Vendée. Il y a 60 000 habitants, mais une vraie volonté municipale d'investir dans de l'hydrogène. Donc ils produisent via une centrale multi-énergie de l'hydrogène 100% vert, 100% local. Et du coup, nous, on contribue parce qu'on opère là-bas les premiers bus à hydrogène de notre réseau. Donc, et là, ils sont vraiment fait une politique au-delà des transports, c'est-à-dire comment l'hydrogène peut devenir la nouvelle énergie importante et produite localement pour inventer un nouveau modèle. Et donc, c'est un co-investissement entre la ville et puis nous sur la partie nous concernant. Et puis je termine aussi par un petit contre-exemple parce qu'il y en a. Nous exploitons également des activités de bus de touristes, sightseeing, là, qui font le tour des villes comme Paris ou Londres. Et nous avons investi dans une flotte verte, que ce soit électrique ou gaz. Et on n'est pas suivi par les villes, c'est-à-dire que nos concurrents n'ont pas, la législation ne suit pas, il n'y a pas un incentive, et du coup vous vous retrouvez en ayant investi lourdement pour offrir quelque chose de décarboné, de green, etc. Face à des concurrents qui font pas du tout cet effort. Et du coup on voit bien que les responsabilités sont partagées, c'est-à-dire que ça peut pas être que les entreprises elles seules qui doivent driver ça. Il faut vraiment un travail sur l'ensemble de l'écosystème et notamment les décideurs politiques des collectivités, des villes, etc., qui doivent s'aligner sur ça. Augustin, l'avenir, les avions qui fonctionnent à l'hydrogène, etc., à quel point ça transforme l'infrastructure des aéroports, par exemple? C'est un grand point d'interrogation aujourd'hui. Parce que l'hydrogène, si vous regardez l'étude de l'Agence internationale de l'énergie, sera principalement utilisé au début pour les trains et les camions. Et d'ailleurs, je voyais récemment un transporteur qui venait de commander des tracteurs de 44 tonnes qui fonctionnaient à l'hydrogène, qui avaient 1000 km d'autonomie. Donc dès à présent, pour les camions, les transports collectifs, comme vient de le dire madame, c'est quelque chose qui est probable dans les années qui viennent. Et nous, en tant qu'aéroport, nous avons un objectif d'être zéro émission nette, y compris pour tous les accès. Donc, nous devons promouvoir les énergies alternatives autour de nos aéroports, pour les transports en commun, pour l'accès des automobiles, etc. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est les avions. Les avions vont-ils être propulsés à l'hydrogène ou pas? Est-ce que ça sera de l'hydrogène qui sera utilisé avec des piles à combustible? Ou est-ce que ce sera un hydrogène qui sera brûlé dans un moteur dans l'avion?
ces questions-là ne sont absolument pas résolues et il faut être très, très anticipateur parce qu'il y a aussi une question de poule et d'œuf. Vous avez probablement vu Guillaume Faury, le président d'Airbus, qui est une entreprise qui est extrêmement innovante et qui a pris sur elle de promettre un prototype d'avion à hydrogène en 2035. Ce qui est très tôt, mais il s'est engagé là-dessus. Mais il y a quelques jours, il a dit, attention, je ne peux pas promouvoir mon avion à propulsion à hydrogène si l'écosystème des aéroports ne distribue pas cet hydrogène. Et nous, il ne faut pas qu'on soit en retard. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous réfléchissons donc sur ces deux niveaux. Le premier niveau, c'est que nous pensons que l'aéroport du futur sera un hub multi-énergie qui devra être en mesure de fournir de l'hydrogène pour tous les véhicules lourds à proximité. Et deuxièmement, qui devra fournir de l'hydrogène pour les éventuels avions qui surviendront. Alors cet hydrogène, est-ce qu'il est produit sur l'aéroport ou à proximité, ou est-ce qu'il est convoyé par des pipelines? Est-ce qu'on hydrante les avions avec des réseaux souterrains ou avec des camions? Toutes ces questions-là, il faut les traiter le plus vite possible pour donner de la visibilité aux constructeurs. Et puis, il faut aussi s'efforcer d'avoir des solutions qui soient à la fois simples, pas trop coûteuses, et aussi sûres que possible, parce que l'avion à hydrogène, il n'ira pas que dans les aéroports des grands hubs. Il ira aussi dans des pays avec des pays touristiques, par exemple, qui sont des pays origine-destination, où il n'y a pas beaucoup de correspondance. Donc, je pense qu'en tant que nous sommes un groupe mondial qui avons des aéroports dans beaucoup de continents et de toutes les tailles, nous avons un devoir de réfléchir à ce que nous pouvons offrir aux compagnies aériennes et aux constructeurs d'avions comme solution simple pour apporter l'hydrogène aux avions. Alors, c'est un immense défi, mais comme nous savons que nous sommes tous dans le même bateau, qui est que les 20 années qui viennent, ça va être la guerre pour les énergies renouvelables, parce qu'au fond, l'hydrogène, c'est bien gentil, mais il faut qu'il soit produit à partir d'énergie verte. Eh bien, je pense que nous allons essayer d'être le plus possible en anticipation pour créer les conditions que si l'avion hydrogène est une solution, ce qu'on peut penser, eh bien, il puisse trouver des aéroports où atterrir et décoller. Cécile, si je peux vous poser une question, comment vous travaillez comme ça avec les personnes dans le privé pour développer ces nouvelles sources d'énergie? J'ai vu que vous avez fait une annonce entre Engie et Renault avec l'utilisation de la géothermie pour leur usine à Douai, par exemple. Est-ce que c'est le type de mesures qui sont prises maintenant? Ça a été accéléré évidemment avec la guerre en Ukraine, etc. Mais c'est ce genre de propositions et de discussions que vous avez avec différents acteurs économiques, et ça est un exemple concret de ce qui peut être fait. Alors, bien sûr, chez Engie, nous avons plein de clients qui nous demandent de verdir leur énergie. Donc, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est que le zéro carbone, on l'atteindra avec plein d'énergie. C'est pas une seule source d'énergie, c'est pas que l'électricité renouvelable, c'est aussi la chaleur renouvelable, c'est le gaz renouvelable. Voilà, on va pas être sur un seul vecteur. Et c'est ça qui fait, je pense, qu'on réussira la transition énergétique. Et c'est aussi les économies d'énergie. Donc, essayer de limiter aussi ce qu'on peut consommer, puisque voilà, il y a parfois des excès et puis de la surconsommation liée au fait qu'il y a des problèmes d'isolation dans les bâtiments ou que les systèmes sont pas efficients. Donc, c'est vraiment notre approche, toutes les énergies. Alors, je vais peut-être parler du secteur des transports, qui est bien sûr un gros secteur, et pour lequel nous, on apporte des solutions justement d'infrastructure et de production de ces énergies vertes, puisque c'est vraiment ça qui va structurer demain le développement durable et de long terme de ces nouveaux vecteurs. Donc là-dessus, le secteur des transports, c'est 25% des émissions dans le monde, de gaz à effet de serre, et à peu près 2/3 c'est du transport terrestre, les 1/3 autres c'est l'avion, le maritime ou le fluvial. Donc nous aujourd'hui on est très sollicités sur tous ces carburants verts, un nouveau carburant vert. Donc par exemple sur le transport terrestre, on développe à la fois du GNV, donc tout ce qui est ravitaillement à la Roche-sur-Yon à multi-énergie, puisque c'est nous qui faisons le projet.
Voilà, bio-GNV, hydrogène aussi et électrique. Alors notre vision, c'est que l'électrique sera sur le transport terrestre plutôt sur les véhicules légers, sur les véhicules plus lourds, on gardera le vecteur gaz, donc plutôt du bio-GNV ou bien de l'hydrogène vert. C'est ce qu'on développe aujourd'hui avec les collectivités sur des flottes de bus, sur des bennes à ordures, voilà, tout ce qui est véhicule un peu plus important. Donc ensuite, bien sûr, on a le secteur maritime qui cherche en fait non seulement à passer au gaz, mais à passer au gaz vert maintenant. Donc ça s'est accéléré. Il y a eu des premiers, vous le savez, CMA-CGM a développé sans doute les premiers porte-conteneurs à base de GNV, et aujourd'hui cherche à verdir ce gaz. Et donc, on travaille avec eux pour produire du méthane de synthèse, du e-méthane, qui sera à peu près à 80% vert et qui permettra de remplacer demain le gaz dans leur bateau. Il y a aussi effectivement tout ce qui est aérien, et aujourd'hui, on essaie aussi d'investir, alors pas très en avance, mais sur du kérosène, du e-kérosène, avec un projet qu'on espère, par exemple, côté du Havre. Voilà, où on cherche un terrain. On l'a pas encore, mais on attend mi-janvier la réponse pour savoir si on aura le terrain. Donc, c'est vrai que le secteur de l'aviation et du maritime ont déjà des obligations réglementaires fortes pour décarboner. Donc ça permet d'accélérer, ça permet de rendre concret les projets et que tout le monde s'engage et donc prenne des risques, mais mesurés, on va dire, puisque de toute façon, on est obligé d'aller là. Pareil pour le véhicule électrique. Vous savez qu'en 2035, tous les véhicules au fuel en Europe sont interdits, tous les nouveaux véhicules. Donc là aussi, il y a toute une filière qui se lance, les constructeurs qui ont peur qu'il n'y ait pas de borne de recharge. Donc là aussi, c'est la poule et l'œuf, mais on est là pour déployer ces bornes de recharge aussi. Donc c'est aussi un risque, puisque la question est comment va monter effectivement cette demande et ces volumes. Donc là aussi, on est là pour accompagner et on développe beaucoup de bornes aujourd'hui électriques et de fourniture donc de ces stations, à la fois sur le domaine public, mais aussi sur des flottes captives, donc pour des professionnels. Voilà, donc on essaie de suivre tout ça. Alors ensuite, c'est pas aussi simple. On a aussi des coups d'arrêt. C'est clair que la hausse des prix de l'électricité en Europe ne favorise pas le véhicule électrique, le déploiement du véhicule électrique. On voit que certains opérateurs ont multiplié par 2 en septembre le prix de l'électricité sur les bornes de recharge. Alors, quand on est énergéticien, on a l'avantage, on va dire, de pouvoir utiliser nos propres moyens de production, qui sont pas forcément dépendants on n'achète pas l'électricité sur le marché, il y en a une grosse partie qu'on produit, donc ça peut nous permettre aussi d'être compétitifs dans ces moments-là et de continuer à fournir de l'électricité qui ne soit pas corrélée au prix de marché. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'on essaie de faire, mais c'est très important dans ces moments-là qu'il y ait une réglementation qui soit durable, constante, et que au gré des variations, on va dire, du contexte de l'économie, on n'ait pas des changements de réglementation, parce que c'est vraiment la stabilité qui va nous permettre de déployer ces nouvelles infrastructures décarbonées sur le long terme. Donc ça, vraiment, je pense que c'est clé pour nous. Et d'ailleurs, on parle d'un bouclier tarifaire sur l'électricité à partir du 1er janvier. C'était en tout cas les annonces du président Macron lors du mondial de l'automobile. Donc ça permettra aussi de stabiliser les choses. Merci Cécile. Pour parler de la mobilité des biens, il semble que puisque vous êtes dans le fret, je perds mes questions, il y a une transformation en profondeur des chaînes d'approvisionnement depuis la guerre en Ukraine, depuis la pandémie, les pays qui se rendent compte qu'ils peuvent pas s'approvisionner en masques, en médicaments, etc., etc. Des pays et les compagnies se réorganisent et réorganisent les chaînes. Comment ça impacte votre business, le fret en Europe? Est-ce qu'il y a capacité à ce reshoring, qu'on voit au contraire du offshoring, le reshoring? Est-ce qu'il y a capacité à faire ça? Alors c'est un sujet qui est primordial pour nous, puisque notre rôle c'est d'accompagner nos clients dans les zones de sourcing ou sur les sites où ils vont implanter leur site manufacturier. Et on a énormément de discussions avec les différents chargeurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, sur les 10 dernières années, il y a eu 3 phases qui ont amené à des choix qui sont quasiment tous différents. Donc il y a eu d'abord la présidence Trump,
la Chine devient une espèce d'ennemi économique. Et donc, la plupart des sociétés développent des politiques de Chine plus 1, Chine plus 2, Chine plus 3, en diversifiant leur zone d'approvisionnement. Et ça nous a amené à améliorer nos capacités sur des pays comme le Vietnam, sur l'Asie du Sud-Est, sur le Mexique, sur le Maghreb, sur la Pologne. Donc on a très largement rebalancé nos capacités en fonction de cette première vague de changement. Derrière ça arrive le Covid, et là on est dans un mouvement de nearshoring. Il faut qu'on puisse maîtriser notre chaîne d'approvisionnement, donc on revient le plus proche possible des zones de consommation. Ce qui veut dire que chez nous, il y a une bascule entre ce qu'on va qualifier le grand export vers la distribution, le dernier kilomètre, l'entreposage de proximité, etc. Donc on a dû repositionner à nouveau nos capacités. Et enfin, aujourd'hui, avec la crise de l'énergie, on a des gens qui, après cet impact de nearshoring, envisagent de repartir vers des pays où l'énergie est, bien entendu, moins chère. Tout changement de ce type-là, il est très long. Basculer une chaîne d'approvisionnement depuis la Chine sur le Vietnam, pour une grande entreprise manufacturière, c'est au minimum 5 ans pour avoir des premiers impacts. Et donc, c'est des changements qui sont très longs. Et ces changements d'environnement macroéconomique permanent rendent ces choix très différents. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des entreprises qui diversifient énormément leur zone d'approvisionnement ou leur dispositif manufacturier pour dérisquer leur chaîne. Mais une tendance lourde qui dirait il va y avoir un nearshoring très fort vers l'Europe pour les sociétés européennes ou vers la France pour les sociétés françaises, ça reste très difficile parce qu'on sait très bien que, 1, la consommation n'est pas uniquement en Europe et en France, et 2, parce que ces choix-là sont remis en cause en permanence par les événements qu'on voit. Donc, pour nous, ça veut dire élargir très largement la palette de nos capacités sur de nouvelles géographies, et pour nos clients, ça veut dire diversifier au maximum leur zone de sourcing et d'approvisionnement. Un impact de la pandémie, ça a été le travail hybride. Évidemment, c'est un impact sur les transports, sur le tissu des villes, sur comment on vit et on travaille ensemble. Aussi un impact, évidemment, on a moins voyagé, comme vous en parliez, Augustin. On s'est rendu compte qu'on peut faire des zooms au lieu d'un déplacement parfois. Donc, à quel point il y a eu vraiment un changement en profondeur en la façon de vivre avec le travail hybride et moins de travail, ou est-ce que c'est momentané, finalement, vous attendez, est-ce qu'il y a un retour à la normale? Il y a ce concept, par exemple, des 15-minute cities, où les gens veulent vivre et avoir accès à tous leurs besoins immédiats dans un cercle de 15 minutes en bus ou en vélo. Est-ce que c'est vraiment un avenir vers lequel on avance, ou est-ce que finalement c'était temporaire et on va revenir à des modèles classiques? Alors, bonne question, et je pense pas que la réponse soit facile, mais on voit qu'au gré des évolutions économiques, des décisions, par exemple, il y a quelques mois, on lisait que tous les gens qui vivaient dans des grandes villes allaient acheter des maisons ailleurs ou pas très loin des grandes villes, etc. Ouais. Et hier, je lisais dans un journal que c'était l'effet inverse, là, parce que coût de l'énergie, parce que taux d'intérêt de l'immobilier, etc. Et qu'au contraire, les gens revenaient dans des appartements. Donc, je veux dire, il y a des tendances aussi comme ça au gré des situations, mais sûrement, on le sait tous, ceux qui d'entre nous peuvent télétravailler, que c'est une tendance qui s'inscrira dans le temps pour les métiers qui peuvent se le permettre. Donc, faut vraiment pas généraliser, parce qu'il y a énormément de métiers où le télétravail est impossible. Après, sur les changements en profondeur et la ville de 15 minutes, moi, je préfère de loin le concept de la ville à hauteur d'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant puisse se mouvoir dans une ville ou dans des pans de la ville, je pense, c'est comme ça qu'on rend les villes plus accessibles, etc. La ville du quart d'heure, je pense qu'elle reste quand même quelque chose d'utopique. Je dis pas que c'est inatteignable, mais à la fois, est-ce que c'est souhaitable qu'on reste dans quelques kilomètres autour de chez soi tout le temps? Je ne sais pas. Est-ce que ce trajet pour aller travailler, revenir, aller faire des courses et revenir n'est pas aussi un moment de
voilà, de décrochage, d'écouter, j'ai pas la radio, de lire le journal, de faire autre chose. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui en profitent. J'en fais partie pour me déconnecter. J'ai pu travailler juste à côté de chez moi et c'était pas du tout la même expérience. Donc je pense que au contraire, faut faciliter les déplacements, les rendre plus fluides, les rendre plus accessibles, plus faciles. Et c'est comme ça qu'on va construire la ville de demain et qui peut être étalée ou pas, qui peut être dense ou pas, mais comment justement le système de mobilité peut répondre à ces challenges, c'est pour moi plus intéressant, et comment tous les citoyens peuvent se mouvoir dans une ville, c'est pour ça que je dis à hauteur d'enfant, sans avoir peur, ni de se faire bousculer, ni de se faire écraser, ni etc. Et comment toutes les différentes modes de mobilité peuvent coexister pacifiquement. Je pense que c'est vers ça, moi, j'aimerais qu'on tente, mais voilà. Merci. Et par rapport à l'aérien, alors, est-ce que avec le Covid, on y a moins de voyages, ou par exemple, effectivement, au lieu de faire un business trip, on peut faire un Zoom, ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas pu voyager pendant longtemps, on a vraiment envie de voyager? Il y a le flight shaming, est-ce que ça existe toujours? Donc, comment ça évolue, cette relation à l'aérien? Ça dépend des zones du monde. En Europe, on n'est pas tout à fait sorti du flight shaming. Vous savez qu'il y a des ingénieurs célèbres par leur pédagogie du réchauffement climatique qui disent que s'ils étaient au pouvoir, ils créeraient un carnet à souche pour 4 vols en avion dans une vie. Bon, ça c'est l'Europe aujourd'hui. Hein. Bon, je pense que c'est pas éternel. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord les compagnies aériennes ont compris qu'il fallait qu'elles achètent des avions qui émettent moins de CO2, qui utilisent des carburants durables. Donc, durablement, je pense que le prix du transport aérien va avoir une tendance à augmenter. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'on observe, c'est que les voyages d'affaires vont avoir tendance à un peu diminuer. Ce qui n'est pas une tragédie pour les compagnies aériennes, parce qu'on observe que beaucoup des classes affaires sont occupées par des gens à titre personnel. Par exemple, pour la compagnie Air France, 50% des business class sont utilisés par des gens qui voyagent pour leur loisir. Dans les pays émergents, le transport aérien va continuer à être très très dynamique. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment une course de vitesse entre, d'un côté, un transport aérien qui est au début de son histoire, vraiment. On est au tout début. Il y a certains chiffres qui circulent qui sont stupéfiants. The Economist disait que l'an dernier, il y avait 1% des habitants de la planète seulement qui avaient pris l'avion. D'autres disent qu'il n'y a que 5% des habitants de la planète qui ont déjà pris l'avion une fois dans leur vie. Et pour un pays développé comme le nôtre, on estime qu'il y a à peu près 10% des gens qui prennent l'avion plus d'une fois par an. Et 10% qui prennent une fois par an seulement. Ça veut dire que c'est une course de vitesse entre, d'un côté, la croissance du trafic qui va demeurer très forte, et puis le besoin de décarboner qui est une nécessité. Alors, ce qui est vrai, c'est que si on n'arrive pas à décarboner assez rapidement les avions, peut-être qu'un jour, on aura des extrémistes qui nous imposeront des mesures brutales de coercition. Mais je ne le souhaite pas. Merci. Donc, on a discuté bien d'un avenir assez proche, finalement. Donc, on va faire un bond dans l'avenir, vraiment voir plus loin. On parle de véhicules autonomes, de taxis volants, de drones livreurs, de Hyperloop. On est à quelle distance de ça? Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est effectivement de la réalité? Les questions de régulation que ça pose aussi, quel est votre point de vue là-dessus? Je saute sur la question, alors que je ne devrais pas reprendre la parole, pour dire à nos amis de la RATP que je leur déclare solennellement que notre coopération dans le cadre de l'Urban Advanced Mobility pour les Jeux Olympiques est très importante. Et il faut le dire à votre président, directeur général. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez déjà des compagnies aériennes qui ont commandé des milliers de ce qu'on appelle les VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Moi, je crois énormément à ce mode de transport. Il est décarboné. Il exige très peu d'infrastructures pour l'atterrissage et le décollage. Et il peut répondre à des besoins élémentaires des humains, notamment des besoins de santé publique. Si vous êtes dans un festival de breakdance en plein milieu du Wyoming et que vous avez un AVC, eh bien, il n'y a pas forcément d'ambulance à proximité pour vous emmener dans l'hôpital voisin. En revanche, les petits véhicules, ce qu'on appelle les taxis volants, vont être formidables. Mais je m'arrête là. Je crois beaucoup aux mobilités électriques décarbonées pour le futur.
parce qu'on collabore sur ce projet et on visait un premier prototype pour les JO 2024. Hein. Oui, on le vise. Mais on verra quel sera l'avenir. Moi, je crois beaucoup dans toutes ces innovations, effectivement, parce que le taxi volant, même si ça traite une niche et des cas précis, est très facile. Il sera facile demain. En tout cas, il y a les prototypes qu'on voire les fabricants. Enfin, je pense, sont assez confiants. Il y aura le problème de l'infrastructure, problème de survol des villes, etc. Mais qu'on est en train d'adresser. Il y a aussi des innovations qui répondent à des besoins réellement de mobilité du quotidien, notamment tout ce qui est navette autonome et autres. La technologie avance, elle n'est pas encore complètement satisfaisante, mais demain, tous les problèmes du premier et dernier kilomètre, c'est-à-dire tous ces gens qui aujourd'hui, on n'arrive pas à inventer un système suffisamment économique pour aller les chercher et les ramener vers des hubs de mobilité. Tout ça, je pense, c'est vers cette innovation-là qui va nous permettre de réellement convertir le plus grand nombre à d'autres formes de mobilité que la voiture. De même qu'une innovation plus digitale est très importante aussi, parce que quand on est dans une industrie de service, je pense que l'expérience est très importante. Donc tout le digital qui permet d'avoir de l'information voyageur en temps réel, d'avoir du e-ticketing, de faciliter toute cette multimodalité, voire de l'intermodalité, je pense est essentiel. Merci à vous quatre d'avoir partagé avec vous vos idées sur la mobilité du futur. Iba Farest, présidente de RATP Dev, Cécile Prévieux de chez Engie, Augustin de Romanet de Aéroport de Paris et Éric Martin-Neville de Géodis. Merci beaucoup.